On l'a abandonné pour brûler par le soleil, son fils inconscient dans ses bras, le monde défilant sans qu'elle y prête attention. Rejetée par la seule famille qui lui restait, Anna Wilson n'avait plus que des bleus, un sac de vêtements déchirés et une volonté de survie déclinante. Mais le destin n'a pas mis fin à son histoire, il l'a confiée à un inconnu. Lorsqu'un millionnaire solitaire s'arrête pour aider, ce qui n'était au départ qu'un acte de miséricorde se transforme en une prise de conscience. Alors qu'Anna se bat pour retrouver sa dignité, découvrir des vérités enfouies et protéger son fils, elle doit choisir entre obtenir justice ou reconstruire quelque chose d'encore plus fort. Des cendres et du silence renaît une femme qui refuse de disparaître. Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre aide. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil brillait haut et impitoyablement sur les plaines désertiques de l'Ouest américain, ses rayons brûlant la terre comme une punition. Le trottoir scintillait sous les vagues de chaleur, même la brise semblait souffler du feu. Le long d'un tronçon oublié de route fédérale, loin des stations-service, loin des maisons, loin de toute pitié, une femme titubait. La robe en coton d'Anna Wilson collait à sa peau trempée de sueur, déchirée aux genoux, tachée de sang séché, elle claquait faiblement au vent. Ses cheveux, autrefois brossés avec soin, étaient maintenant emmêlés. Chaque pas était une souffrance délibérée, ses pieds nus raclant le gravier et l'asphalte brûlant. Un bras serrait fermement le corps inerte et brûlant de son fils. Jamal n'avait que 8 ans, trop petit pour le poids que la vie avait fait peser sur ses maigres épaules. Sa tête pendait contre sa poitrine, ses lèvres gercées et gonflées, son souffle court. Sa petite main agrippait le bas de sa robe avec le dernier brin de laine qui lui restait. Anna murmurait son nom comme une prière, encore et encore. « Jamal, Jamal, s'il te plaît, reste avec moi. » Sa voix était rauque, brisée par la déshydratation et le désespoir. Il n'y eut aucune réponse. Le silence était terrifiant. Pas une voiture en vue, pas même un vrombissement de moteur au loin, seulement le chant des cigales dans la chaleur, et de temps en temps, le cri d'un faucon qui tournoyait au-dessus de nos têtes. Ses jambes cédèrent sans prévenir. Le monde bascula, tournoya, et elle s'effondra au sol, protégeant le corps de Jamal du sien tandis qu'il heurtait le gravier. Là, sous le feu implacable du ciel, Anna gisait affalée avec son fils, un sac en tissu déchiré à ses côtés et une bouteille d'eau presque vide roulant hors de portée. Ses lèvres tremblaient sous un sanglot, mais aucune larme ne coulait. Son corps avait tout donné. Son esprit était assailli par les souvenirs de ce qui l'avait conduit ici. Les funérailles, les regards haineux, les coups de poing, le fait d'avoir été traîné dehors comme une ordure. « Tu n'as plus ta place ici », avait grondé le frère de son défunt mari. « Tu n'as jamais fait partie de la famille. » Et comme ça, Anna a été chassée. Pas de maison, pas d'argent, pas de soutien, pas même un mot de condoléance pour Jamal. Elle tourna légèrement la tête et aperçut une autre clôture en fer à quelques centaines de mètres, se dressant tel un monolithe impitoyable derrière un mur de poussière. Au-delà se trouvait le domaine Whitmore, ses immenses fenêtres comme les yeux d'un géant l'observant passivement se fanaient. Elle savait qui vivait là, Veronica Whitmore, l'amie d'enfance de Charles, celle qui ne l'avait jamais aimé, celle qui, à l'enterrement, ne l'avait même pas regardé dans les yeux. Anna ne pouvait ni crier, ni supplier. Sa voix l'avait quittée. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était tendre la main, sa main tremblante effleurant la joue de Jamal, souhaitant qu'il vive. Les minutes passèrent, ou plutôt les heures. Le temps avait fondu sous la chaleur, puis le léger crissement des pneus sur le gravier. Une voiture, son cœur battait faiblement, hésitant entre espérer et se préparer à mourir. Elle tourna la tête, la vue floue. Une ombre traversa la route. Un homme sortit d'un élégant véhicule noir, vêtu d'une tenue contrastant fortement avec le paysage poussiéreux qui l'entourait. Mais cet instant, ce possible sauvetage, n'était pas encore réel. Dans ce chapitre, ils sont encore dans la poussière, battus, oubliés, abandonnés, et personne ne s'est encore arrêté. Le monde extérieur était une fournaise, mais à l'intérieur de la résidence Whitmore, l'air était frais et calme, bourdonnant du ronronnement discret de la climatisation. Tout était impeccable, symétrique et luxueux.
Les sols en marbre luisaient comme de la pierre humide sous la lumière de l'après-midi filtrant à travers les immenses fenêtres. Des vases en cristal reposaient délicatement sur des tables en acajou importés. Des peintures à l'huile d'ancêtres disparus depuis longtemps se dressaient sur les murs, leurs expressions figées dans un jugement suffisant. Derrière les vitres teintées du salon du premier étage, Veronica Whitmore observait. Ses doigts entourèrent un grand verre de thé glacé, des gouttes de condensation ruisselant sur les parois. Elle ne but pas une gorgée, pas encore. Son regard se porta au-delà des rosiers impeccables et de la clôture en fer forgé, vers la ligne brumeuse du chemin de campagne. Là, à travers un miroitement de poussière et de chaleur, deux silhouettes effondrées maculaient le paysage comme des ecchymoses. Anna Wilson et son fils. Veronica ne dit rien. Son expression était indéchiffrable. Elle était impeccable, comme toujours. Une robe en lin d'un ivoire impeccable moulait sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient tirés en une torsade serrée et gracieuse. Le seul mouvement de son visage était un léger plissement des yeux. Pas vraiment un clignement des yeux, plutôt un geste d'observation, comme si elle essayait de discerner si ce qu'elle voyait était un animal errant ou une menace. « Madame !» La voix de la gouvernante provenait de la porte. Veronica ne se retourna pas. « Oui, il y a quelqu'un dehors. Une femme et un enfant. » Ils avaient l'air angoissés. Veronica pencha légèrement la tête. « Oui, je les vois. Dois-je appeler ?»« Non, » intervint Veronica, calme mais franche. Elle porta le verre à ses lèvres et but une gorgée, puis se détourna de la fenêtre. « S'ils ont besoin d'aide, ils la trouveront. » La gouvernante hésita, visiblement mal à l'aise. « Elle me semble familière, madame. C'est Anna Wilson, n'est-ce pas ?» Les talons de Veronica claquèrent doucement tandis qu'elle se dirigeait vers le piano à queue dans le coin. « Elle a fait son choix, » dit-elle en effleurant du doigt les touches lisses. « Elle a choisi d'épouser Charles. Elle a choisi de prendre en charge cette famille. Ce n'est pas mon fardeau. » Il fut un temps où Veronica et Charles étaient inséparables, amis d'enfance qui parcouraient les mêmes vergers, montaient les mêmes chevaux, jouaient dans la même boue. On murmurait, bien sûr, qu'elle avait toujours rêvé de l'épouser. Et puis Anna est arrivée. Cette Anna calme, belle et studieuse, surgit de nulle part, et tout a basculé. Veronica ne protesta pas publiquement contre leur union, mais elle se souvenait de chaque affront, de chaque fois que Charles ignorait ses conseils pour le bien de sa femme, de chaque vacances passées loin du domaine, de chaque regard de pitié qu'elle recevait de ses voisins qui pensaient qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle n'avait jamais prétendu vouloir. Et maintenant, Anna gisait par terre comme une mendiante, sale, brisée, abandonnée. Quelle poésie! Pourtant, Veronica se tourna vers la fenêtre. L'enfant, Jamal, son petit corps était immobile, bercé par les bras de sa mère. Quelque chose bougea, à peine, une lueur derrière ses yeux sévères, un tremblement qui passa si vite qu'on aurait pu l'imaginer. « Je demanderai à la cuisinière de préparer le déjeuner dans 1 heure, » dit-elle par-dessus son épaule, s'éloignant déjà. « Oui, madame, » répondit la gouvernante, mais son regard s'attarda sur la fenêtre, sur les silhouettes immobiles, sur l'injustice. Veronica entra dans son bureau et ferma la porte. Dehors, le soleil faisait rage. À l'intérieur, le silence régnait, 2 réalités à quelques mètres l'une de l'autre, l'une haletant pour la vie, l'autre savourant la glace et le privilège, et le verre juste assez épais pour retenir les cris. Le monde s'était réduit à un instant, immobile, silencieux et brûlant lentement. Anna ne sentait plus ses jambes. Ses bras, serrés autour de Jamal, tremblaient d'épuisement, mais elle refusait de le lâcher. Elle ne le pouvait pas. Son corps était encore chaud, à peine. Cela signifiait qu'il y avait encore de l'espoir. Elle ne pouvait pas pleurer. Son corps n'avait plus rien à donner. Et puis, comme une ondulation dans le silence, un bruit retentit, le ronronnement sourd d'un moteur, les pneus crissant le gravier. Une rafale de vent suivit le mouvement, soulevant de la poussière rouge et lui piquant les joues. Une voiture s'arrêtait. La porte s'ouvrit avec un bruit sourd. Des chaussures de cuir cirées sortirent sur le bord de la route. Une grande silhouette émergea, se découpant sur fond de lumière. Il portait un costume sombre sur mesure. Une vision étrange dans ce lieu oublié. Sa chemise était impeccable, le col ouvert, les manches retroussées jusqu'au coude. Il semblait complètement décalé, comme s'il avait pris le mauvais chemin en quittant Wall Street et atterri dans un désert de poussière. Mais l'homme n'était pas perdu. Desmond Rowe savait exactement où il allait.
Il ne savait tout simplement pas qui il allait trouver. Ses yeux scrutaient la scène. 2 corps brisés gisaient dans la poussière, un sac déchiré, une bouteille d'eau en plastique presque vaporisée par la chaleur. Les lèvres de la femme remuèrent sans un bruit. Ses bras entourèrent l'enfant comme pour le protéger de la mort elle-même. Desmond resta silencieux au début. Il avança lentement, s'agenouillant à côté d'eux. « Madame, dit-il d'une voix basse et posée, avec la cadence tranquille de quelqu'un qui a depuis longtemps appris à contrôler sa panique. Êtes-vous consciente? » Hannah Tresslet. Sa tête s'inclina faiblement. Ses lèvres gerçaient s'entr'ouvrir. Lui, mon fils, il ne respire pas bien. Chaque mot lui raclait la gorge comme du verre. Desmond ne perdit pas une seconde. Il sortit un téléphone de sa poche et tapota son écouteur Bluetooth. « Sophie, j'ai besoin d'une ambulance. Route 218, juste à côté de la voie de service et près du kilomètre 11. Femme et enfant, déshydratation sévère, possible coup de chaleur. Dépêchez un renfort aérien si nécessaire. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Elle n'avait pas l'habitude d'être traitée avec urgence. Desmond la regarda avec douceur. « N'essaie pas de parler. Les secours arrivent. » Il retira sa veste et la posa sur le torse de Jamal, le protégeant du soleil. Puis, sans hésiter, il retira sa montre de créateur et la glissa dans sa serviette. Il prit la bouteille d'eau à côté d'elle, la renifla, puis trempa sa pochette en soie et la passa délicatement sur les lèvres et le front de Jamal. « Je vais le porter jusqu'à ma voiture, » dit-il. « Il a besoin d'être refroidi immédiatement. J'ai des kits médicaux à l'intérieur. » Anna resserra instinctivement son étreinte sur Jamal. « Tu peux venir aussi, » ajouta Desmond, lisant sa peur avant qu'elle ne l'exprime. « Ensemble. Je ne vous laisserai pas tomber. » Ses yeux, autrefois ternis par le désespoir, vacillèrent. Et pour la première fois depuis des jours, peut-être des semaines, quelque chose d'inconnu s'éleva dans la poitrine d'Anna. La foi. Quelques minutes plus tard, Jamal était allongé à l'arrière de la voiture de Desmond. La climatisation était à fond, sa tête était protégée par des serviettes propres. Anna était assise à côté de lui, hébétée, murmurant des prières entre 2 respirations étouffées. Desmond conduisait avec assurance, les mains fermement posées sur le volant, le regard fixé sur la route. Mais son esprit était perturbé. Il avait connu la pauvreté avant la souffrance. Il avait grandi dans ce milieu, s'en était sorti à force de se battre. Mais cette cruauté, cet abandon touchait un endroit qu'il croyait enfoui depuis longtemps. Il regarda dans le rétroviseur. La poitrine du garçon se soulevait lentement, mais en grandissant. Desmond ne croyait pas au destin. Il croyait à la relation de cause à effet. Mais quelque chose semblait différent aujourd'hui. La route s'étendait devant eux, large et déserte. Le domaine de Whitmore rétrécissait au loin, ses portes toujours closes, ses fenêtres toujours aveugles. Et entre eux, pour la première fois depuis bien trop longtemps, l'espoir commença à s'installer. La voiture franchit les grilles en fer forgé de la propriété de Desmond Rowe, loin des vitres stériles et du jugement du manoir Whitmore. Cette maison n'était pas conçue pour impressionner. Elle avait été construite pour préserver l'intimité et la distance. Pierre d'un gris profond, terrasse ombragée, grand chêne qui entourait la propriété comme des bras la protégeant du monde. Elle était nichée dans les collines, comme si elle y avait poussé. À l'intérieur du véhicule, le silence régnait, à l'exception du léger ronronnement de la climatisation et du léger souffle de Jamal. Anna gardait sa main posée délicatement sur la poitrine de son fils. Elle n'avait pas pleuré. Pas encore. Elle ne pouvait pas se permettre de pleurer tant qu'elle n'était pas sûre qu'il était en sécurité. Ses yeux ne quittèrent pas son visage, même lorsque la voiture s'arrêta sous une arche couverte. Desmond sortit et ouvrit lui-même la porte arrière. Pas de chauffeur, pas de personnel aux aguets. Juste lui. « Attends ici. J'amène de l'aide, » dit-il. Anna hocha la tête avec raideur. Elle ne lui faisait pas confiance. Pas entièrement. Mais il s'était arrêté alors que personne d'autre ne l'avait fait. Cela comptait. Un instant plus tard, 2 personnes apparurent, l'une en tenue d'hôpital, l'autre portant une trousse médicale rouge. Un médecin libéral et une infirmière en traumatologie, tous deux manifestement habitués aux urgences discrètes. Ils ne posaient pas de questions. Ils travaillaient. Dans l'aile réservée aux invités de la résidence de Desmond, Jamal fut placé dans une pièce fraîche et sombre. Des moniteurs étaient installés pour l'administration de fluides. Des compresses étaient délicatement appliquées sur son front.
L'infirmière lui murmura doucement quelque chose, comme s'il dormait, sans s'accrocher à la vie. Anna se tenait dans l'embrasure de la porte, un bras autour de son ventre, l'autre toujours agrippé à la sangle de son sac. Ses jambes étaient si douloureuses qu'elle risquait de s'effondrer à nouveau. Mais elle resta droite, telle une statue d'inquiétude. « Tu devrais te reposer aussi, » dit Desmond derrière elle d'une voix calme. Elle se retourna lentement, les yeux injectés de sang. « Pourquoi fais-tu ça ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il observa son visage, les bleus qui se formaient sous sa pommette. Le silence laissait penser qu'elle luttait encore pour rester debout. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire bien avant, » dit-il simplement. Anna baissa les yeux. Ses doigts se crispèrent autour de la sangle. Elle détestait accepter la gentillesse. Elle se sentait exposée, vulnérable. Comme si elle se laissait aller à y croire et que ça disparaissait, ce serait pire que si ça n'était jamais arrivé. « Je n'ai pas d'argent, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas besoin de ton argent, » répondit-il. « Je ne veux pas de ta pitié. » Le regard de Desmond s'éclaira, non pas par colère, mais par compréhension. « Ce n'est pas de la pitié, » dit-il. « C'est un choix. La mienne. » Elle n'a pas répondu. Pas avec des mots. Au lieu de cela, elle finit par lâcher son sac et pénétra dans la chambre de Jamal, tirant une chaise près de son lit. L'infirmière ajusta les quatre et hocha doucement la tête avant de les laisser tranquilles. Plus tard, tandis que le soleil disparaissait derrière les collines, teintant le ciel de feu et de cendres, Anna s'assit dans la pénombre, observant son fils respirer, plus lentement puis plus régulièrement. Devant la porte de la chambre d'amis, Desmond resta un long moment immobile avant de se détourner. Il pressentait que ce ne serait pas la fin. Ce n'était pas qu'un sauvetage. Ce fut le début d'une autre histoire. Le lendemain matin, un léger brouillard s'abattit sur les collines, enveloppant la propriété de Desmond d'un gris tamisé. Le silence s'installa, celui qui règne dans les hôpitaux et les cimetières. À l'intérieur, Anna était assise, bien droite, sur une chaise longue près du lit de Jamal. Elle n'avait pas quitté sa robe déchirée. Son corps était dans le présent, mais son esprit était loin, perdu dans des pièces où elle n'était pas entrée depuis des années. Jamal allait mieux. Son visage avait repris des couleurs, ses lèvres étaient moins bleues, sa respiration était moins difficile. Mais il n'était pas encore réveillé. Desmond entra discrètement dans la pièce, un plateau à la main, de la soupe, des toasts et du thé. Il le posa sur la table à côté d'elle et recula, lui laissant de l'espace. « Tu n'étais pas obligé, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit-il. La tasse tremblait légèrement dans sa main. Elle la posa et regarda droit devant elle. « Je n'ai pas été ici, en paix, depuis la mort de Charles. » Desmond s'appuyait contre la porte, les bras croisés, attendant, sans insister. Il était la seule personne douce de cette famille, dit-elle. Tout le reste, ses parents, son frère, ce domaine, tout était fait de glace et de pierre. Elle inspira, se ressaisit. On s'est rencontrés à une soirée universitaire. Je n'étais pas censé être là. J'étais la boursière d'un quartier populaire. Il était le chouchou. Mais il m'a remarqué. Pas avec suffisance. Il m'a vraiment vu. Et on a réussi à y arriver. Sa voix s'est épaissie. Jusqu'à la mort de son père. Puis tout a changé. Sa mère, Elspeth, voulait reprendre le contrôle. Et moi, j'étais une étrangère. Un parasite, m'ont-ils traité. Elle a dit que j'avais épousé la famille, comme si j'avais gravi les échelons. Desmond écoutait sans m'interrompre. Ils n'ont jamais rien dit devant Charles, continua Anna. Mais derrière les portes closes, c'était pire. Ils critiquaient la façon dont j'avais élevé Jamal. Elle disait que je l'affaiblissais, qu'il était trop mou, trop émotif. Quand Charles est mort dans l'accident de voiture, elle s'est arrêtée, déglutissant difficilement. Je pensais qu'il me laisserait, au moins, faire mon deuil. Elle se tourna vers Desmond, les yeux brillants de souvenir. Mais non, ils se sont retournés contre moi, comme des loups. L'enterrement n'était pas terminé qu'ils m'arrachaient déjà l'herbe sous le pied. Le titre de propriété? Reeffect. Les comptes? Gallis. Ils ont dit que j'avais imité la signature de Charles sur le testament. Kate J. exploitais son chagrin. Et quand je me disputais, quand j'élevais la voix, son frère me frappait. Les poings de Desmond se serraient subtilement. Ils ont jeté Jamal avec moi. Un enfant, comme un déchet. Elle détourna à nouveau le regard. E.T. Veronica? Elle observa. Elle sirota son verre et observa. Desmond n'est pas la passe. Il ne débita pas de platitude. Cela aurait insulté sa douleur. Au contraire,
a-t-il dit, la famille Whitmore exerce toujours une influence dans ce comté. Ils possèdent des terres et des entreprises. Mais, je ne leur rends pas de compte. Hannah Franca, Les Sourcels. Tu les connais? Mon père travaillait pour le domaine Whitmore, dit Desmond. Surtout de l'entretien. Nous vivions dans une cabane de 2 pièces derrière le verger. J'ai vu comment ils traitaient les gens. Votre histoire ne me surprend pas. Leurs regards se sont croisés. 2 survivants d'héritages différents. L'un est façonné par l'exclusion. L'autre par la proximité du pouvoir sans y avoir accès. Je pourrais t'aider à déposer ton dossier, dit Desmond après un moment. Vous avez un dossier. Vous avez un dossier. Ce qu'ils vous ont fait, à vous et à Jamal, est illégal. Inhuman. Hannah hésita. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était prudente. Et après, il m'écrase au tribunal. Me traitente menteuse? Font-ils paraître mon nom dans les journaux? Tu n'es pas seul cette fois, dit-il. Elle l'observa un long moment. Non pas avec suspicion, mais avec le regard de quelqu'un qui n'est pas familier avec le sauvetage. Une femme se demandait si l'espoir valait la déception. J'y réfléchirai, dit-elle doucement. Dehors, le brouillard se leva. Le soleil commençait à percer. Mais de retour au domaine Whitmore, les ennuis se préparaient. Veronica Whitmore se servit un autre verre. Elle avait entendu des rumeurs. Que Hannah avait été vue monter dans la voiture d'un inconnu. Que quelqu'un d'important l'avait recueillie. Qu'elle n'était pas morte. Elle tourna lentement le pied de son verre, pensive. « Attention, Hannah, murmura-t-elle. Tu ne sais pas à quoi tu joues. » Le bureau était silencieux, à l'exception du léger cliquetis d'un stylo. Desmond était assis derrière son bureau, les manches retroussées, les sourcils froncés. Non pas par frustration, mais sous le poids du choix qui les attendait. Hannah était assise en face de lui, les mains sur les genoux, un dossier posé entre eux comme un passé scellé. Il contenait des copies du testament original rédigé par Charles, des photos de ses ecchymoses, des relevés bancaires, des lettres, des documents qui n'avaient jusqu'à présent aucune voix. « Je ne pensais pas les revoir un jour, » dit-elle à voix basse. Desmond hocha la tête. « Tu as largement de quoi te permettre un procès civil. Il y a aussi une affaire pénale pour agression, si tu veux bien. »« Je ne veux pas de leur argent, » dit-elle, presque crachant ses mots. « Je veux la vérité. Je veux que mon fils sache que sa mère n'est pas restée silencieuse. » Desmond se pencha en avant. Ensuite, nous classons. Il lui tendit un stylo. Elle le fixa comme si c'était une épée. Pendant un long moment, elle resta immobile. L'air était lourd entre elles. Finalement, avec une lente résolution, Hannah tendit la main et signa. 3 semaines plus tard, la salle d'audience était pleine. Des attachés de presse, des fonctionnaires du comté qui chuchotaient entre leurs mains. Le nom de Whitmore avait longtemps été synonyme de pouvoir, mais il était désormais associé à autre chose. Scandale. Le récit changeait. La sympathie du public penchait vers la veuve rejetée, l'enfant blessé, le millionnaire qui l'avait soutenu non pas par politique, mais par principe. Hannah se tenait à la barre des témoins, vêtue d'un chemisier bleu marine, les cheveux soigneusement coiffés, la voix calme tandis qu'elle racontait son histoire, non pas en tant que victime, mais en tant que survivante. « Je n'ai pas épousé une dynastie, » a-t-elle dit clairement. « J'ai épousé un homme qui m'aimait, mais à sa mort, son nom est devenu une arme. » Des exclamations de surprise parcoururent la galerie tandis qu'elle décrivait la nuit où ils avaient été expulsés. Les coups, les menaces, l'expression de satisfaction sur le visage de Veronica. Elle regardait par la fenêtre mon fils se vider de son sang dans la poussière. Veronica, assise au rang de la défense dans un costume impeccable, ne broncha pas, mais sa mâchoire se crispa et son avocat griffonna rapidement. Jamal était assis à côté de Desmond dans la galerie, les jambes ballantes, un cahier de coloriage sur les genoux. Il n'avait pas besoin d'entendre chaque mot, mais il savait que quelque chose d'important se passait. Lorsque Desmond a témoigné, son témoignage a été bref et percutant. Elle était mourante lorsque je l'ai trouvée, déshydratée et brûlée par le soleil. Son fils était inconscient. La famille qui leur a fait subir cela avait plus que les moyens de l'empêcher. Ils avaient un mobile pour la détruire, et ils ont essayé. Les journalistes se sont pressés sur les marches du tribunal à la sortie d'Hannah et de Desmond. Les flashs des appareils photo ont brillé. Les microphones ont explosé. Les questions ont fusé. Madame Wilson, quel résultat espérez-vous? Hannah Marquand passe. Pas de vengeance, dit-elle. Juste une responsabilité.
Souhaitez-vous que le domaine Whitmore vous soit rendu? Non, répondit-elle. J'ai déjà trouvé un meilleur abri. Sur ce, elle prit la main de Jamal et descendit l'escalier. Véronica se tenait seule dans la bibliothèque Whitmore, un verre de scotch intact à côté d'elle. Le verdict n'avait pas encore été prononcé, mais elle le savait déjà. Le tribunal de l'opinion publique avait rendu son jugement. Pour la première fois de sa vie, les murs de la propriété lui semblaient froids, dépourvus de dignité. Vides, comme si une justice silencieuse avait vidé le venin de ses pierres. Cette nuit-là, Anna s'assit de nouveau près du lit de Jamal, mais cette fois vêtue de vêtements propres, sous un toit solide, avec une ordonnance du tribunal signée dans son sac à main. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois, il n'était pas effrayant. Elle regarda Desmond de l'autre côté de la pièce, assis tranquillement avec une tasse de thé. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » dit-elle. Il sourit faiblement. « Tu l'as déjà dit. Tu aides toujours les objets cassés? » Non, dit-il. Juste ceux qui valaient la peine d'être reconstitués. Les portes du tribunal s'étaient refermées depuis longtemps, mais l'écho du témoignage d'Anna résonnait encore dans la ville. Les journaux parlèrent d'une réconciliation silencieuse. Les tabloïds ont parlé de la chute des Whitmore. Mais pour Anna, ce n'était pas une chute, c'était une libération. Le tribunal lui a accordé des dommages et intérêts, plus élevés qu'elle ne l'espérait, moins que ce que la justice méritait réellement, mais suffisant pour assurer un avenir à Jamal, suffisamment pour prouver que sa voix comptait, suffisamment pour lui dire définitivement « Vous ne pouvez pas me faire taire ». Elle ne retourna pas au domaine Whitmore. L'acte de propriété lui avait été proposé, à contre-cœur, dans le cadre d'une opération de relations publiques menée par les avocats de Véronica. Anna le refusa, sans hésitation. « Je ne veux pas d'une maison construite pour tenir les gens comme moi à l'écart, » a-t-elle dit. Elle a préféré séjourner dans la propriété de Desmond Row, d'abord par nécessité, puis par choix. L'endroit ne portait pas de vieux souvenirs. Ce n'était pas un jugement murmuré. On aurait dit un jugement mérité. Dans le bureau de Desmond, des cartes et des croquis commençaient à recouvrir la table. Anna se pencha sur les plans, les sourcils froncés, d'une concentration différente désormais, teintée de vision. « Je veux construire un abri, » dit-elle un soir à Desmond, « pas un endroit où l'on reste éternellement, juste le temps de respirer à nouveau. » Desmond l'observa en silence, pour les mères célibataires, pour tous ceux qui ont été rejetés, oubliés, invisibles. Il ne lui a pas demandé si elle pouvait le faire. Il savait qu'elle en était capable. « Alors, construisons-le » a-t-il dit. Il l'a mis en contact avec son équipe juridique. Elle remplit elle-même les papiers, demanda le statut d'association à but non lucratif, engagea un comptable discret qui vivait dans son ancien immeuble, baptisa l'immeuble Ashlight Haven, un nom inventé par Jamal. « Parce que c'est là que la lumière vient après le feu » avait-il dit. Jamal rit pour la première fois depuis des mois quand Anna lui acheta un cerf-volant à la foire de printemps. Un petit objet rouge vif en forme de dragon. Il courut pieds nus sur la pelouse, une ficelle enroulée autour du poignet, en criant vers le ciel. Desmond observait depuis la véranda, une tasse de thé à la main, le regard doux. Anna le rejoignit, écartant les cheveux de son visage. « Il avait tellement peur du vent, » dit-elle. Desmond sourit. Maintenant, c'est lui qui est le maître. Véronica Whitmore n'a jamais retrouvé sa réputation. Elle a présenté de vagues excuses publiques, a nié avoir eu connaissance des abus et a discrètement démissionné de ses fonctions au conseil d'administration. Le silence s'est installé dans le domaine. Les portes sont restées closes. Son nom devint un avertissement, non un héritage. Le pouvoir, autrefois absolu, s'était réduit à des murmures et au silence. Les mois passèrent. Ashlight Haven a ouvert ses portes avec 20 lits, un centre de conseil et une cuisine toujours ouverte. Anna était là tous les matins dès 7 heures, tablier sur la tête, manches retroussées. Parfois, elle lisait avec les enfants. Parfois, elle réparait un robinet qui fuyait. Parfois, elle s'asseyait simplement à côté de quelqu'un et disait « Je sais, je suis passé par là aussi ». Desmond nous rendait souvent visite, mais il ne nous éclipsait jamais. Il apportait des livres et finançait discrètement l'expansion. Mais surtout, il restait présent, non pas en sauveur, mais en partenaire, quelqu'un qui comprenait que certains murs se reconstruisent mieux ensemble. Un soir, alors que le soleil disparaissait sur les collines, Anna était assise sous un sycomore. Jamal dormait à ses côtés. Desmond était assis en face d'elle sur le banc. « Regrettes-tu quelque chose »
demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. Le regret ne survit que là où il n'y a pas de but. Je crois que nous avons trouvé la nôtre. Elle baissa les yeux vers la main de son fils dans la sienne. Fort, entier, en paix. Je crois que oui. Le jour s'est levé doux et doré, le genre de matin où tout semble possible. Les oiseaux volaient doucement entre les arbres, et le sentier qui descendait la colline scintillait de rosée. La poussière et la chaleur de cet été terrible étaient depuis longtemps dissipées. À leur place, quelque chose d'autre apparut, une résilience silencieuse, comme une herbe nouvelle qui pousse à travers une terre craquelée. Anna se tenait au bord de la route où tout avait commencé, ce même tronçon d'autoroute où elle s'était effondrée, Jamal dans les bras. Mais aujourd'hui, elle n'était pas à genoux. Elle se tenait droite, sa peau portait de légères cicatrices, mais sa posture était droite, sa respiration régulière. Elle portait un simple chemisier blanc et un jean, les cheveux tirés en arrière. Pas de make-up, pas de performance, just la vérité. Jamal se tenait à ses côtés, maintenant âgé de 9 ans, une main dans la sienne, l'autre tenant un pissenlit. Il leva les yeux vers le ciel sans peur, sans douleur, sans souvenir de lèvres bleues ou de gravier dans le dos. On lui avait permis de redevenir un enfant. Desmond s'approcha par derrière, sa veste en bandoulière. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il doucement. Hannah hocha la tête. « Oui, je veux le voir une dernière fois avant de continuer. » Elles parcoururent ensemble la courte distance, 3 ombres s'étirant sur la route, éclairées par la lumière matinale. Ils passèrent devant l'endroit où la bouteille d'eau avait roulé, l'endroit où Anna avait murmuré le nom de Jamal comme une dernière prière. Ça ne ressemblait plus à un lieu de mort. On aurait dit un lieu où une histoire prenait un tournant. Avant, je pensais que survivre était le mieux que je pouvais espérer, dit doucement Anna. Cette sécurité était la ligne d'arrivée. C'est plus que ça maintenant, dit Desmond. Elle hocha la tête. C'est vrai. Ils restèrent un moment silencieux. Puis Jamal tira sur sa manche. On peut y aller maintenant, dit-elle en souriant. On est déjà là depuis trop longtemps. De retour à Ashlight Haven, une jeune maman déballait un carton de vêtements dans l'une des chambres du 2e étage. Sa fille serrait un lapin en peluche dans ses bras. Un bénévole leur fit visiter les lieux. En bas, Anna passa devant la cuisine où la cuisinière lui fit un signe de la main. Une réceptionniste lui tendit une liste de fournitures, lait maternisé, savon, cahiers. Elle prit la liste, la colla à son presse-papier et nota qu'elle devait la vérifier auprès du chauffeur de Desmond. Elle se rendrait en ville plus tard. Cette même ville où autrefois les gens avaient tourné le dos. Maintenant, les gens souriaient à son passage, lui demandaient comment elle allait, lui proposaient leur aide. Ce soir-là, Anna était assise avec Desmond et Jamal sur les marches du Havre de Paix. Le soleil disparaissait et des lucioles scintillaient le long de la lisière des arbres. « As-tu jamais imaginé que ce serait ta vie ?» demanda Desmond. Anna secoua lentement la tête, d'une voix chaleureuse. « Non, j'ai cru disparaître. Que le monde continuerait de tourner sans jamais se souvenir de ma présence. » Desmond observa la propriété. « Le monde n'oublie pas une force comme la vôtre. Il n'est pas fait pour ça. » Jamal bâilla, la tête appuyée sur l'épaule d'Anna. Elle l'entoura d'un bras et profita de l'instant. « C'est étrange, dit-elle. La route qui m'a brisé m'a ramené à la maison. Certains meurent à l'ombre. D'autres survivent comme s'ils brûlaient vifs sous le soleil. Anna Wilson avait été autrefois abandonnée au feu, mais elle s'est relevée. Elle est devenue un refuge. Elle est devenue une voix. Elle est devenue lumière. Tout le monde n'est pas sauvé. Toutes les histoires ne sont pas réécrites, mais la sienne, oui. Et maintenant, chaque pas qu'elle faisait contribuait à ouvrir la voie à quelqu'un d'autre. Ce chemin ne s'arrêtait pas à sa souffrance. Il commençait par sa force. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.